Au moment où je m'exprime devant vous, le monde est saisi d'effroi après la confirmation de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Tout porte à croire que c'est le régime qui a commis cet acte abject, qui le condamne définitivement aux yeux du monde. Car c'est une ignominie que de recourir à des armes que la communauté internationale a bannies depuis 90 ans par toutes les conventions internationales. Dois-je aussi rappeler que le conflit a déjà fait plus de 100 000 morts et qu'il se propage désormais à l'ensemble de la région, au Liban par des attentats, en Jordanie et en Turquie par l'afflux des réfugiés, en Irak par le déchaînement des violences meurtrières, et cette guerre civile menace aujourd'hui la paix du monde. Depuis un an, la France a agi. Je rappelle qu'elle fut à l'initiative de la conférence des Amis du peuple syrien. Aujourd'hui, notre responsabilité est d'une autre nature encore. C'est de rechercher la riposte la plus appropriée aux exactions du régime syrien, une fois achevé l'essentiel de la mission d'enquête des Nations unies. Je le dis ici avec la force nécessaire. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Ce matin, à 9h40, conformément aux ordres que j'avais donnés, des avions Rafale ont pilonné un objectif et l'ont entièrement détruit. Cet objectif se situait au nord-est de l'Irak et était essentiellement un dépôt logistique qui servait à monter des opérations. D'autres actions auront lieu dans les prochains jours, avec le même but: affaiblir cette organisation terroriste et venir en appui des autorités irakiennes, c'est-à-dire des soldats irakiens et des peshmergas du Kurdistan irakien. En aucun cas, il n'y a de troupes françaises au sol. Il s'agit seulement d'avions qui, en liaison avec les autorités irakiennes, en coordination avec nos alliés, permettent d'affaiblir l'organisation terroriste. Merci. – 11h45 sur iTélé. Dans un instant, on prendra la direction de Monaco. Mais avant cela, cette information iTélé, des tirs à l'arme automatique à Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique. C'est une information iTélé. Nous essayons d'en savoir un petit peu plus, notamment avec un journaliste qui est sur place, à côté du siège parisien du magazine, dans le 11e arrondissement. Charlie Hebdo qui a donc été visé par des tirs d'armes à feu. Ouais, il y aurait au moins un blessé. C'est une information iTélé. Cette fusillade s'est produite donc ce matin au siège parisien de l'hebdomadaire satirique qui se trouve dans le 11e arrondissement.
Très bien que ça va commencer par la politique étrangère. Après, on va voir combien de temps il laisse à la politique étrangère et surtout combien de temps il reste à la politique intérieure. On peut imaginer qu'il fera beaucoup moins de politique intérieure, mais il y a quand même quelques questions qui sont basiques, puisque c'est sur les impôts, c'est absolument au centre du débat. Donc je ne peux pas imaginer que cette question ne soit pas posée et surtout qu'il n'y réponde pas. Myriam El Khomri, on la découvrait à l'image aux côtés, je crois, de Marisol Touraine. C'est la nouvelle ministre du Travail. C'est un coup politique aussi, on l'a dit, de François Hollande, qui a promu la Benjamine du gouvernement, qui a promu un visage nouveau. La voici aux côtés de la ministre de la Santé et du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Thierry Mandon. Tout le gouvernement est là. Vous le voyez, il y a des apartés, on discute, on sourit aussi. Et on est prudent parce qu'on met un papier devant pour pas qu'on puisse lire sur les lèvres. Voilà. C'est un exercice qu'il affectionne, hein, François Hollande, la conférence de presse. On a souvent dit qu'il était bon dans ce registre-là. Oui, il aime bien. Il aime bien. D'abord, il aime bien les journalistes. Hein. Et on a souvent dit qu'il était une sorte de commentateur. Donc, c'est probablement sa trop grande fréquentation des journalistes qui a donné notre Il y a des images, il y a des événements, il y a des situations qui frappent à la porte de nos consciences. Il y a d'abord l'héroïsme de passagers d'un train d'Amsterdam à Paris qui maîtrise un terroriste prêt à tout. Il y a le patrimoine de l'humanité qui est détruit à Palmyre. Il y a des réfugiés par milliers sur les routes d'Europe. Il y a un enfant sans vie, le visage posé sur le sable d'une plage turque. Enfant martyr, symbole des 3000 naufragés qui ont trouvé la mort au bout de leur chemin depuis le début de l'année. Alors, face à ce qui peut faire naître de l'émotion, de la compassion, mais aussi de l'inquiétude, il nous revient, et il me revient, de répondre à l'urgence et surtout de faire des choix, ceux qui compteront le moment venu pour le jugement de l'histoire, mais des choix qui doivent également dessiner notre avenir. Le premier de ces choix, c'est de faire face à l'afflux des réfugiés, des déplacés, avec humanité et responsabilité. Allemagne où Manuel Valls a passé la journée. Le Premier ministre s'est rendu dans un centre de réfugiés près de Munich et juste avant, il avait participé à une conférence sur le thème de la sécurité. Il a tenu un discours d'ailleurs très dur sur la question de l'accueil des migrants en Europe. Annabelle Villemont avec Alexia Ferret. Oubliez l'élan de solidarité de septembre dernier après la mort du petit Aylan. Les attentats du 13 novembre sont passés par là et la position de la France s'est considérablement durcie depuis. Il faut surtout un contrôle assuré. Il faut que l'Europe prenne pleinement ses responsabilités sur ses frontières extérieures. Sinon, ça sera le retour aux frontières intérieures et le projet européen, pas seulement Schengen, sera confronté à une crise majeure. Alors que l'Allemagne a accueilli plus d'1 million de migrants en quelques mois, la France ne veut pas aller au-delà des 30 000 relocalisations prévues par l'accord européen signé à l'automne dernier. Et ce n'est pas une visite dans cette ancienne caserne reconvertie en centre d'accueil pour réfugiés qui fera vaciller le discours de Manuel Valls. L'Europe, la France et donc l'Allemagne ne pourront pas accueillir tous les réfugiés, tous les demandeurs d'asile qui viennent des conflits comme la Syrie. L'Europe doit faire passer ce message. L'accueil des réfugiés, des migrants doit être limité. Le Premier ministre s'est ainsi dit défavorable au mécanisme permanent de répartition défendu par la chancelière Merkel. Un discours de fermeté à 5 jours du sommet de Bruxelles, qui doit notamment se pencher sur l'afflux sans précédent des réfugiés en Europe. C'est le devoir de la France. La France où le droit d'asile fait partie
intégrante de son âme, de sa chair. C'est l'histoire qui appelle cette responsabilité et cette humanité. L'histoire marquée par des générations d'exilés ou de réfugiés qui sont venus, au cours des décennies passées, faire France avec nous. Le droit d'asile, c'est aussi un principe fondamental de nos institutions. Il est inscrit dans le préambule de la Constitution. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République. Ce principe a même été intégré dans la Constitution lorsqu'il s'est agi de savoir si Schengen était compatible avec nos lois. Ce principe, il est rappelé dans les règles qui fondent l'Union européenne. Et c'est pourquoi, face à ces drames, face à cette situation, j'ai proposé, avec la chancelière Angela Merkel, un mécanisme permanent et obligatoire d'accueil des réfugiés. Sur ces conclusions, sur ces orientations, sur ces propositions, le gouvernement organisera un débat au Parlement sur le sujet des réfugiés dans les jours qui viennent. Mais en même temps, nous connaissons les causes de ces malheurs, de ces horreurs, auxquelles nous voulons répondre par l'honneur et l'action. Ces causes, c'est le terrorisme, c'est la guerre. Nous devons donc parallèlement, et c'est le choix que j'ai fait, lutter contre le terrorisme, ici en France et sur les lieux mêmes où il est installé. En France, le plan Vigipirate a été porté à son niveau le plus élevé, la loi renseignement a été votée, la surveillance des moyens de transport a été renforcée, la lutte contre l'endoctrinement intensifiée. Mais là aussi, je dois la vérité aux Français. Des tentatives d'attentats sont empêchées, déjouées, dissuadées. Mais le risque existe toujours, tant que le fondamentalisme, le djihadisme entretiendront la haine. Le terrorisme, il ne vient pas de nulle part. Il a ses origines, son idéologie, ses organisations. La plus monstrueuse, Daesh, est en Irak et en Syrie. C'est Daesh qui fait fuir, par les massacres qu'il commet, des milliers de familles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs dizaines de tués. C'est une horreur. Nous sommes tous ensemble. Die deutschen Freunde, wir fühlen uns ihnen so nah. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France. Liberté, égalité, fraternité.
pour avoir témoigné ce soir en direct sur TF1 et sur LCI. Il est 23h53, François Hollande prend la parole. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. Nous savons d'où elle vient, qui sont ces criminels, qui sont ces terroristes. Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande, et les autorités de l'État fermes, nous le serons. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur, il y a l'effroi, mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. Françaises, Français, nous n'avons pas terminé les opérations. Il y en a encore qui sont extrêmement difficiles. C'est en ce moment même que les forces de sécurité font assaut, notamment dans un lieu à Paris. Je vous demande de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre nation des actes terroristes. Vive la République et vive la France. François Hollande, donc, qui s'exprimait ce soir juste avant un conseil des ministres exceptionnel qui va se tenir.
Vendredi 13 novembre, ce jour que nous n'oublierons jamais, la France a été frappée lâchement. Dans un acte de guerre organisé de loin et froidement exécuté, une horde d'assassins a tué 130 des nôtres et en a blessé des centaines, au nom d'une cause folle et d'un Dieu trahi. Aujourd'hui, la nation tout entière, ses forces vives, pleurent les victimes. 130 noms, 130 vies arrachées, 130 destins fauchés, 130 rires que l'on n'entendra plus, 130 voix qui à jamais se sont tues. Ces femmes, ces hommes, incarnaient le bonheur de vivre. C'est parce qu'ils étaient la vie qu'ils ont été tués. C'est parce qu'ils étaient la France qu'ils ont été abattus. C'est parce qu'ils étaient la liberté qu'ils ont été massacrés. En cet instant si grave et si douloureux, où la nation fait corps avec elle-même, j'adresse en son nom notre compassion, notre affection, notre sollicitude aux familles et aux proches réunis ici, dans ce même malheur. Des parents qui ne reverront plus leurs enfants, des enfants qui grandiront sans leurs parents, des couples brisés par la perte de l'être aimé, des frères et des sœurs pour toujours séparés. 130 morts et tant de blessés marqués à jamais, marqués dans leur chair, traumatisés au plus profond d'eux-mêmes. Alors, je veux dire simplement ces mots. La France sera à vos côtés. Nous rassemblerons nos forces pour apaiser les douleurs. Et après avoir enterré les morts, il nous reviendra de réparer les vivants. À vous tous, je vous promets solennellement que la France mettra tout en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques qui ont commis ces crimes, qu'elle agira sans répit pour protéger ses enfants. Je vous promets aussi que la France restera elle-même, telle que les disparus l'avaient aimée et telle qu'ils auraient voulu qu'elle demeure. Et s'il fallait une raison de nous tenir debout aujourd'hui, une raison de nous battre pour nos principes, une raison de défendre cette République qui est notre bien commun, nous la trouverions dans leurs souvenirs. Ces femmes, ces hommes venaient de plus de 50 communes de France, de villes, de banlieues, de villages. Ils venaient aussi du monde. 17 pays portent aujourd'hui avec nous le deuil. Ces femmes, ces hommes, en ce vendredi 13 novembre, étaient à Paris, une ville qui donne un manteau de lumière aux idées, une ville qui vibre le jour et qui brille la nuit. Ils étaient sur les terrasses des cafés, ces lieux de passage ouverts aux rencontres et aux idées. Ils partageaient un repas aux saveurs du monde. Dans cette soirée où l'automne ne paraissait pas finir, ils chantaient au Bataclan au son d'un groupe américain qui leur faisait l'amitié de se produire dans une salle qui, depuis 2 siècles, incarne l'esprit de Paris.
Ces hommes, ces femmes avaient tous les âges, mais la plupart avaient moins de 35 ans. Ils étaient des enfants lors de la chute du mur de Berlin. Ils n'avaient pas eu le temps de croire à la fin de l'histoire. Elle les avait déjà rattrapés quand survint le 11 septembre 2001. Ils avaient alors compris que le monde était guetté par de nouveaux périls. Les attentats du début de l'année les avaient bouleversés. Beaucoup, je le sais, avaient tenu à manifester le 11 janvier, comme des millions de Français. Ils avaient dit leur refus de céder face à la menace terroriste. Ils savaient que la France n'est l'ennemi d'aucun peuple, que ces soldats se portent là où on les appelle pour protéger les plus faibles et non pour assouvir une quelconque domination. Ces femmes, ces hommes étaient la jeunesse de France, la jeunesse d'un peuple libre qui chérit la culture, la sienne, c'est-à-dire toutes les cultures. Parmi les victimes du Bataclan, beaucoup avaient fait de la musique leur métier. C'est cette musique qui était insupportable aux terroristes. C'est cette harmonie qu'ils voulaient casser, briser. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires, la France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Il constitue une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie. Ils sont le fait d'une armée djihadiste, le groupe Daesh, qui nous combat parce que la France est un pays de liberté, parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme. Dans cette période d'une exceptionnelle gravité, j'ai tenu à m'adresser devant le Parlement réuni en Congrès pour marquer l'unité nationale face à une telle abomination et pour répondre avec la détermination froide qui convient à l'attaque ignoble dont notre pays a été la cible. Notre démocratie a triomphé d'adversaires bien plus redoutables en vérité que ces lâches assassins. Notre République n'est pas à la portée de méprisables tueurs. Ma volonté, c'est de mettre toute la puissance de l'État au service de la protection de nos concitoyens. Je sais pouvoir compter sur le dévouement
des policiers, des gendarmes, des militaires, de vous-même, représentants de la nation, vous connaissez le sens du devoir et, lorsque les circonstances l'exigent, l'esprit de sacrifice. Les terroristes croient que les peuples libres se laisseraient impressionner par l'horreur. Il n'en est rien. Et la République française a surmonté bien d'autres épreuves. Et elle est toujours là, bien vivante. Et ceux qui ont entendu la défier ont toujours été les perdants de l'histoire. Il en sera de même cette fois-ci encore. Le peuple français est un peuple ardent, vaillant, courageux, qui ne se résigne pas et qui se met debout chaque fois qu'un de ses enfants est à terre. Ceux qui ont voulu le meurtrir en frappant délibérément des innocents sont des lâches qui ont tiré sur une foule désarmée. Si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre de civilisation, parce que ces assassins n'en représentent aucune. Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier, et pas seulement la France. Dans cette guerre, qui a commencé il y a déjà plusieurs années, nous avons bien conscience les uns et les autres qu'il y faudra du temps et que la patience est aussi exigeante que la durée et la dureté avec laquelle nous devons combattre. L'ennemi use des moyens les plus vils pour essayer de tuer. La France que les assassins voulaient tuer, c'était la jeunesse, dans toute sa diversité. Et la plupart des morts n'avaient pas 30 ans. Ils s'appelaient Mathias, Quentin, Nick, Noémie, Jamila, Hélène, Élodie, Valentin, et j'en oublie tellement d'autres. Quel était leur seul crime? C'était d'être vivant. Ce qui a été visé par les terroristes, c'était la France ouverte au monde. Plusieurs dizaines d'amis étrangers font partie des victimes, représentant 19 nationalités. Depuis vendredi soir, je reçois des messages de solidarité de chefs d'État, de gouvernement de toute la planète. Partout, les 3 couleurs du drapeau français ont habillé les sites les plus célèbres, rappelant ainsi que la France est toujours une lumière pour l'humanité. Et quand elle est atteinte, c'est le monde qui se retrouve un temps dans la pénombre. Face aux actes de guerre qui ont été commis sur notre sol et qui viennent après les attentats du 7, 8 et 9 janvier, j'ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d'un projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour 3 mois. C'est cette joie qu'ils voulaient ensevelir dans le fracas de leurs bombes. Eh bien, ils ne l'arrêteront pas. Et comme pour mieux leur répondre, nous multiplierons les chansons, les concerts, les spectacles. Nous continuerons à aller dans les stades, et notamment au stade si bien nommé le Stade de France à Saint-Denis. Nous participerons aux grands rendez-vous sportifs, comme aux rencontres les plus modestes. Et nous pourrons aussi communier dans les mêmes émotions, en faisant fi de nos différences, de nos origines, de nos couleurs, de nos convictions, de nos croyances, de nos confessions, car nous sommes une seule et même nation, portée par les mêmes valeurs. Que veulent les terroristes? Nous diviser? Nous opposer? Nous jeter les uns contre les autres? Je vous l'assure, ils échoueront. Cette révision de la Constitution
doit s'accompagner d'autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français, dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. De même, nous devons pouvoir interdire à un binational de revenir sur notre territoire s'il présente un risque terroriste, sauf à ce qu'ils se soumettent, comme le font d'ailleurs nos amis britanniques, à un dispositif de contrôle draconien. Nous devons pouvoir expulser plus rapidement les étrangers qui représentent une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et la sécurité de la nation. Ils ont le culte de la mort, mais nous avons l'amour de la vie. Ceux qui sont tombés le 13 novembre étaient la France, toute la France. Ils étaient étudiants, journalistes, enseignants, restaurateurs, ingénieurs, chauffeurs, avocats, graphistes, architectes, mais aussi charpentiers, serveurs, photographes, fonctionnaires, publicitaires, vendeurs, artistes. Ils étaient les métiers de la France, les talents du monde. Tous voulaient réussir pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur pays. C'est en nous rappelant leurs visages, leurs noms, mais aussi leurs espoirs, leurs joies, leurs rêves anéantis, que nous agirons demain. Nous connaissons l'ennemi. C'est la haine, celle qui tue à Bamako, à Tunis, à Palmyre, à Copenhague, à Paris, et qui a tué naguère à Londres ou à Madrid. L'ennemi, c'est le fanatisme qui veut soumettre l'homme à un ordre inhumain. C'est l'obscurantisme, c'est-à-dire un islam dévoyé qui renie le message de son livre sacré. Cet ennemi, nous le vaincrons ensemble, avec nos forces, celles de la République, avec nos armes, celles de la démocratie, avec nos institutions, avec le droit.
C'est pourquoi j'ai demandé au ministre de la Défense que dès demain puissent être menés des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Ils permettront d'envisager des frappes contre Daesh en préservant notre autonomie de décision et d'action. La France intervient, d'autres pays. Ah bah voilà, François Hollande qui vient de s'installer et nous allons Mesdames, donc Messieurs, l'écouter. le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. Il en va donc aujourd'hui de l'existence même de cet État ami, le Mali, de la sécurité de sa population et celle également de nos ressortissants. Ils sont 6 000 là-bas. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali. En fait, de ces jeunes qui préfèrent mourir que de vivre. Déjà, renseignez-vous sur ce qu'on propose à ces djihadistes, parce que pour eux, ils ne meurent pas. Pour eux, ils vivent une autre vie après la mort qui est meilleure que celle que leur offre la France. Déjà, vous pensez que c'est un détail, mais ce n'est pas du tout un détail. Parce que déjà, vous développez toute une idée, toute une réflexion au départ sur un truc déjà qui est faux. Ensuite, vous avez dit qu'on était en guerre. Non, 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 vous êtes en guerre. Votre gouvernement est en guerre. Nous, on n'est pas en guerre. Nous, on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Il y a des gens ici qui ont des kalachnikovs sur eux, des armes. Il y a des gens ici qui veulent tuer les musulmans. Personne. Vous êtes en guerre. Vos décisions à l'international sont en guerre. Pas nous. Nous, on n'est pas en guerre. Moi, je ne suis pas en guerre contre les musulmans. Lesquels? Je ne sais pas. On peut reparler de la Syrie. On peut parler de ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez fait avant en Libye, etc. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Au Mali? Mais au Mali, si vous voulez. Mais on peut. Mais avant. Mais avec. Répondez simplement à ça. Comment vous expliquez qu'Ali Bongo se retrouve en première tête d'une marche pour la liberté d'expression? Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut après rentrer dans des détails, parce que c'est là où vous allez nous perdre, parce que c'est ce que vous faites en fait. Non, ils sont Ali Bongo, parce que dans cette manifestation... Dans cette manifestation, celle du 11 janvier, il y avait des chefs d'État et de gouvernement. Vous retenez Ali Bongo, moi je retiens et le président de l'autorité palestinienne, et le Premier ministre israélien, et surtout un autre Africain, élu, lui, Ibrahim Boubacar Keïta. Ah, parce qu'il n'est pas élu, Ali Bongo, finalement? Non, pas comme on l'entend. On parle d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali, et la France, des soldats, se sont fait trouer pour aller soutenir un pays où il n'y a pas un seul intérêt économique. Pas un seul. Vous connaissez le Mali? Pas un seul pour libérer ce pays qui allait être sous l'emprise des terroristes. Il n'y a pas de pays derrière qu'on protège. Et nous intervenons. Nous protégeons le Sahel. Quand on attaque le Mali, il n'y a pas de pays derrière où on a des intérêts, par contre. Si, il y en a un, notamment le Niger. Il me semble bien. Et il y a un pays, et il y a un intérêt fondamental, c'est l'uranium, pour évidemment nos industries dans le nucléaire, mais il n'y a aucune honte à le dire. Et France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie. Merci. Vu l'urgence, j'ai décidé d'agir immédiatement, c'est-à-dire dès ce soir, en coordination avec les Africains et avec le soutien des partenaires européens. Déjà, 600 militaires français sont sur place. Cet effectif sera doublé d'ici quelques jours, pour ne pas dire quelques heures. La France n'a pas d'autre objectif que de sauver des vies humaines. Je veux que toutes les informations soient données. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement fournira toutes les explications au Parlement dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, dans des circonstances très différentes, la France est attendue pour éviter une catastrophe humanitaire. Elle sera là. Cette intervention sera rapide. Elle n'a pas vocation à durer. Et je suis sûr de son succès. J'en rendrai compte régulièrement aux Français. Nous ne l'interrogerons pas. Il a 9 ans. C'est l'UNICEF qui l'a confié à l'abbé. Il fait partie des enfants entendus par Galiane Paléré. Son histoire, il a d'abord refusé de la raconter. L'enfant, au début, a dit que oui,
c'est vrai qu'il y avait fellation, sodomisation, mais il n'était pas victime. Et que lui allait là-bas, et comme on l'aimait beaucoup parce qu'il est petit, la sangaris, ceux-là qui pratiquaient, lui donnaient de quoi manger, les biscuits, les bonbons, et les boîtes, etc., etc. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, moi, je suis prêtre de formation, je n'aime pas les mensonges. Il faudrait dire la vérité et rien que la vérité. Alors c'est à ce moment-là que l'enfant a commencé à dire que voilà, que lui aussi est victime, qu'en contrepartie, d'après les questions qu'on lui posait, quand on vous fait ça, qu'est-ce qu'on vous donne à la fin? L'enfant disait qu'on leur donnait en récompense une ration. Des rations militaires en échange d'actes sexuels. Ce témoignage n'est pas isolé. Cet adolescent de 15 ans, cité dans le rapport, se présente comme un témoin. Il se souvient particulièrement d'un des soldats. Il nous a dit qu'il venait de Guyane. Il disait souvent qu'il était comme un Américain noir parce qu'il était guyanais. Il nous envoyait souvent acheter du shit pour lui. Il fumait beaucoup. Un jour, une fille, une prostituée, nous a alertés. Elle nous a dit qu'un soldat était en train de se faire sucer par un enfant du camp. On y est allé avec le grand frère du petit, et quand on est arrivé, on les a trouvés comme ça. Dès qu'il nous a vus, il a baissé les yeux et refermé sa braguette. Lors de nos rencontres avec les autres enfants, nous entendrons les mêmes mots, les mêmes récits. Il nous proposait des rations et en échange, il voulait nous baiser par derrière ou par la bouche. Au camp, je suis allée voir les Français avec un ami. Ils nous ont proposé de nous donner une boîte de rations si on les suçait. Moi, j'ai refusé, pas mon ami. Ce type de violence est un tabou en Centrafrique. La mère d'un autre enfant nous a avoué que lorsque son fils s'était confié à elle, sa première réaction avait été de le gifler. Mon fils m'a expliqué que les Français l'avaient emmené et lui avaient fait sucer leur bangala, leur pénis, en échange de biscuits. Aujourd'hui, lorsqu'il joue avec les autres enfants, parfois il le traite de pédé, de femme de Français. Et ça me rend triste. Ça me fait tellement mal, je ne sais plus quoi faire. Ces témoignages sont consignés dans le rapport confidentiel de l'ONU rédigé par Galiane Paleret. À partir des récits des enfants, l'enquêtrice a aussi fait ressortir des détails précis, de dates, de lieux, et surtout, les prénoms ou surnoms des militaires auteurs présumés. Avec des particularités physiques, piercing, tatouages et pendentifs. Et on a fait notre travail et puis c'est pas un fait marquant de notre mandat ici. L'armée a accepté de nous ouvrir les portes de Sangaris, à une condition, que nous n'abordions pas l'affaire avec ces militaires qui n'étaient pas sur place au moment des faits. Mais à peine arrivés, dans l'une de leurs premières patrouilles, Bangui se charge de leur rappeler le scandale qui entache désormais leur uniforme. Les festivités du 14 juillet, maintenant, les participants ont pris part tôt ce matin aux dernières répétitions d'un spectacle réglé comme du papier à musique. Ça tombe bien cette année, la Marseillaise doit être mise en avant par les organisateurs. Joséphine Devambé et Marie Robquin ont suivi des soldats maoris et australiens invités d'honneur de ce défilé. Regardez. Le jour se lève à peine et des guerriers investissent les Champs-Élysées. Ces combattants sont maoris. Ils viennent du bout du monde, la Nouvelle-Zélande. En tenue traditionnelle, maquillés, armés de lances et pieds nus, ils défileront, en tête des contingents pour le 14 juillet. Leurs ancêtres ont combattu en 1916 aux côtés des Français, lors de la bataille de la Somme. Aujourd'hui, l'armée leur rend hommage, ainsi qu'aux soldats australiens. Autre nouveauté cette année, la présence des douaniers.
Ils sont mobilisés depuis le 13 novembre aux frontières françaises. C'est leur premier défilé depuis 1919 aux côtés des militaires et ils ont dû s'entraîner à marcher au pas. Il y a un vrai engouement de tous les douaniers sur cette présence que nous n'avions pas eue depuis près de 100 ans. Pour la douane, c'est un signe de reconnaissance et puis pour les douaniers, c'est beaucoup de fierté. Autre temps fort du spectacle, 500 jeunes entonneront la Marseillaise devant la tribune présidentielle avec le chœur de l'armée française. Pour ces lycéens, collégiens et volontaires du service civique, c'est un rêve. Ils n'ont plus que 2 jours pour que tout soit parfait. Là, pendant les répétitions, quand le chœur de l'armée française se met à chanter, on a les frissons, c'est complètement fou. Et nous aussi, on chante, on participe. Et du coup, c'est vraiment une chance de pouvoir être là. Et c'est très émouvant. Les contingents sont chronométrés, leur tracé millimétré. Les ultimes répétitions sont prévues cet après-midi, puis un temps de repos demain, avant le grand jour. Les cérémonies du 14 juillet maintenant. Hier, nous vous montrions les images des préparatifs sur les Champs-Élysées avec notamment les enfants d'une chorale qui vont devoir chanter la Marseillaise demain en public. Écoutez-les un petit peu. Un rendez-vous forcément exceptionnel pour ces 450 gamins. Ils ont été choisis dans toute la France pour venir interpréter l'hymne national. 확률에 불타는 청년 핵심을 키워내는 데 선차적인 관심을 돌리시었으며 Le 3 octobre 2011, François Hollande se rend au cinéma des cinéastes Paris 17e. Le candidat, aux primaires citoyennes, va à la rencontre des acteurs du monde de la culture. Nous sommes 2 ou 3 à être autorisés à travailler. Ma mission est de le photographier avec 1 ou 2 artistes connus. En arrivant, je mesure que la chose ne va pas être facile. Il y a là essentiellement des producteurs, des patrons de maisons de disques qui veulent l'interpeller sur la loi Hadopi. Il y a peu d'acteurs ou de chanteurs connus et tous ne souhaitent pas s'afficher avec le candidat. Après un rapide échange questions-réponses, François Hollande s'attarde un peu, se saisit d'une chaise et s'assoit. Denis Podalides et Julie Gaillet font de même à ses côtés. Je me précipite et déclenche enfin. Plus tard, quand la rumeur s'est répandue, je me suis souvenu de ces images, que toute la presse recherchait.
Je me suis aussi souvenu que c'est la dernière fois que j'ai pu lui demander directement de poser pour moi et qu'il est reparti, le sourire aux lèvres, en mototaxi, après avoir mis un casque. Priorité au direct. À Nice, cette nuit, un camion a foncé sur la foule rassemblée pour le feu d'artifice du 14 juillet avec l'intention de tuer, d'écraser et de massacrer. Nous déplorons, à l'instant où je parle, 77 victimes, dont plusieurs enfants, et une vingtaine de blessés en urgence absolue. Cette attaque, dont le caractère terroriste ne peut être nié, est encore une fois d'une violence absolue. Et il est clair que nous devons tout faire pour que nous puissions lutter contre le fléau du terrorisme. Le conducteur a été abattu. Nous ignorons à cet instant aussi s'il avait des complices. Mais nous faisons en sorte que son identification, qui va être vérifiée, puisse nous mettre sur ces pistes éventuelles. La France a été frappée le jour de sa fête nationale, le 14 juillet, symbole de la liberté, parce que les droits de l'homme sont niés par les fanatiques. Çek.
que la France est forcément leur cible. J'exprime, au nom de la nation éplorée, notre solidarité à l'égard des victimes et de leurs familles. Tous les moyens sont déployés pour venir en aide aux blessés. Le plan blanc qui mobilise tous les hôpitaux de la région a été déclenché. Après Paris, au mois de janvier 2015, puis au mois de novembre de l'année dernière, avec Saint-Denis, voilà que Nice est à son tour touchée. C'est toute la France qui est sous la menace du terrorisme islamiste. Aussi, j'ai décidé, sur proposition du Premier ministre et avec les ministres concernés, de la Défense comme de l'Intérieur, d'abord que nous allons maintenir à un haut niveau l'opération Sentinelle, celle qui permet de mobiliser 10 000 militaires en plus des gendarmes et des policiers. J'ai également décidé de faire appel à la réserve opérationnelle, c'est-à-dire à tous ceux qui ont un moment été sous les drapeaux ou ont été dans les effectifs de la gendarmerie pour venir soulager les effectifs de policiers et de gendarmes. Nous pourrons les déployer sur tous les lieux où nous avons besoin d'eux, et en particulier pour le contrôle des frontières. Enfin, j'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet serait prolongé de 3 mois. Un projet de loi sera soumis au Parlement d'ici la semaine prochaine. Rien ne nous fera céder dans notre volonté de lutter contre le terrorisme. Et nous allons encore renforcer nos actions en Syrie comme en Irak. Et nous continuerons à frapper ceux qui, justement, nous attaquent sur notre propre sol dans leurs repères. Je l'ai annoncé hier matin. Un conseil de défense se tiendra demain. Il examinera toutes les mesures que nous avons déjà prises et que je viens d'annoncer. Permettra ainsi le déploiement de tous les effectifs nécessaires dans tous les sites et dans toutes les villes où nous avons besoin de protection et de vigilance. Je me rendrai avec le Premier ministre à Nice à la suite de ce Conseil de défense pour soutenir la ville, ses élus, dans cette épreuve et pour mobiliser tous les moyens nécessaires. La France est affligée par cette nouvelle tragédie. Elle est horrifiée par ce qui vient de se produire. Cette monstruosité qui consiste à utiliser un camion pour tuer, délibérément tuer.